j'espère que tu te portes bien et que tu as passé une excellente semaine. Effectivement, parce que nous faisons toujours ces émissions les week-ends, comme vous le savez. Et comme d'habitude, je suis toujours reconnaissant de savoir que de plus en plus de personnes se connectent à ce podcast et le suivent de partout en Afrique. Merci encore à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, qui s'abonnent en fait au podcast sur l'application Spotify. Et j'aimerais rappeler que tu as la possibilité de suivre en fait toutes ces émissions chaque samedi matin à partir de 8h. Tu as la possibilité d'avoir en fait de suivre cette radio sur l'application Spotify. Il y a Google Podcast, il y a Podcast Addict, ou dans le pire des cas, tu vas directement sur mon site internet www.le-futur-entrepreneur-africain.com et vraiment tu vas dans la rubrique podcast et tu auras accès à tous ces contenus magnifiques. Et comme vous le savez, je prends le temps d'aller à la rencontre des différents entrepreneurs en fait que j'invite dans ce studio, qui ont eu à connaître des parcours juste magnifiques, des parcours impressionnants. Et pour moi, l'idée, c'est de pouvoir faire ressortir le côté entrepreneur et de t'encourager, toi qui me suis, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, à pouvoir effectivement te motiver, à te lancer, à démarrer l'activité qui te tient à cœur. Il y a beaucoup qui m'ont contacté, j'ai telle chose à cœur, j'ai telle chose à cœur. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'être boostés et de voir des modèles qui existent et de pouvoir en fait se servir de ces modèles-là pour pouvoir en fait passer à l'action. Alors, j'espère que vous avez apprécié tous les interviews qui ont eu à passer durant les semaines passées, bien sûr. Et pour moi, j'ai beaucoup appris de ces différentes personnes. Je crois la semaine passée, j'ai eu affaire à une dame qui fait dans la décoration de l'intérieur. Elle s'appelait Linda, donc concept Linda Déco. Et j'ai beaucoup apprécié son concept parce qu'elle n'a rien à voir avec la décoration. Elle travaille dans le domaine des statistiques, tu vois. Et ses parents, effectivement, lui ont toujours dit, tu dois travailler, tu dois d'abord te chercher un emploi et tu dois juste te chercher quelque chose qui va t'aider à pouvoir à tes besoins. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été vraiment passionnée par la chose. Donc, elle a juste fait pour faire plaisir à ses parents. Mais à côté de cela, elle a continué à développer sa passion pour la décoration de l'intérieur. Et aujourd'hui, ça ne va pas faire. Elle a commencé en mars sur sa page Facebook de cette année. Elle a déjà plus de 34 000 personnes qui la suivent. Et j'ai juste trouvé cela magnifique. On a eu une conversation magnifique. J'espère que tu as aimé. Et vraiment, Linda va effectivement te donner des conseils sur comment tu vas améliorer ton intérieur avec du matériel à moindre coût, avec du matériel qu'on retrouve au quotidien, en fait. Donc, les petits trucs que tu ne peux même pas t'imaginer. Et c'est avec ces choses-là qu'elle va te donner plein de conseils et elle coach beaucoup de personnes à travers le monde entier. Et elle a eu aussi à faire une formation. Elle a même insisté sur cela pendant l'interview, sur le besoin de se former. La passion ne suffit pas. La passion ne suffit pas. C'est toujours bien d'aller en profondeur pour pouvoir avoir aussi une certaine autorité, crédibilité même devant les personnes à qui tu auras à avoir à former aussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé et je t'encourage à aller visiter sa page si tu ne l'as pas encore fait. Et c'est comme ça que tu apprendras beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'ai encore un nouvel invité comme d'habitude et j'espère que tu vas beaucoup apprécier. En tout cas, je suis convaincu que tu vas beaucoup apprécier. C'est vraiment un honneur pour moi de l'accueillir et je suis content que vraiment on ait pu trouver le temps et la possibilité de pouvoir avoir en fait cet entretien. L'idée, c'était même prévu que j'aille sur place, en fait, en France, pour pouvoir avoir cet entretien. Je me rappelle très bien. Et bon, ça n'a pas marché. On a dû le faire à distance, comme d'habitude. Et pour moi, je pense que tu vas beaucoup apprécier cet entretien. Et je vais toujours insister sur le fait que ne vous retenez pas, en fait, de partager, en fait, ce que vous faites en ligne. Parce que c'est très important. Quand tu publies un message, quand tu partages avec une communauté ou, je ne sais pas trop, tu présentes un produit en ligne, tu ne sais pas, quand tu fais une vidéo, tu présentes quelque chose. Lorsque je fais une interview comme ça, il y a beaucoup de gens qui te suivent, mais tu ne sais pas. Tu as un projet, il faut que les gens le savent. Parce que si les gens ne savent pas ce que tu fais, comment est-ce que tu vas trouver des potentiels investisseurs ou bien des potentiels clients, par exemple, pour ton activité ou pour ton produit? Moi, si aujourd'hui, je peux avoir cette interview, avec cet invité, je vais vous révéler le nom tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, mon réseau s'est agrandi. Vous voyez, j'ai fait la connaissance, en fait, d'un jeune homme qui s'appelle Ruby Casby, un truc de ce genre. Et on a gardé de très bons contacts. Il est tombé sur moi comme ça parce qu'il est tombé sur mon podcast et je vous assure qu'il m'a mis en contact avec plein d'entrepreneurs et pour moi, ça m'a amené à un autre niveau, en fait. Et j'ai compris vraiment l'importance de ne pas se dire non, j'ai honte, je ne veux pas me tenir devant une caméra, je veux pas, ou bien je ne veux pas me faire voir.
Tu ne peux plus parler, en fait. Tu ne peux plus avoir ce genre d'état d'esprit en 2020, en fait. Si tu veux vraiment te lancer, il faut qu'on te connaisse. C'est très important, surtout si tu veux agrandir ton réseau, si tu veux atteindre plus de personnes. Moi, il y a beaucoup de mes formations, beaucoup de mes cours en ligne que j'ai vendus. J'ai été surpris parce que j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit que je te suis depuis 6 mois et c'est après ces 6 mois que tu m'as convaincu, en fait. Vous voyez? Et pour moi, j'étais choqué parce que je vais organiser plein de directs en ligne, je vais faire plein de vidéos. Il n'y aura pas forcément des personnes qui vont venir liker ou s'abonner, mais je vous assure qu'il y a des gens qui nous suivent, en fait. Et comme je le dis toujours dans plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, 10 000 abonnés ne signifie pas 10 000 clients parce que moi, je trouve que c'est important. Tu n'es pas à la recherche des fans, tu n'es pas à la recherche, je ne sais pas trop, d'un fan club, mais tu as démarré une activité parce que tu aimerais avoir des résultats. Tu es là pour impacter la vie des autres. Et pour moi, je me suis rendu compte que avec mes contenus, j'impacte la vie de beaucoup de personnes à travers le monde entier. Et lorsque les gens me contactent et me disent que waouh, moi je te suis depuis tel nombre de temps, vraiment ça m'a pris du temps, je voulais me rassurer qu'il y a du sérieux dans ce que tu fais, je voulais me rassurer que tu es réel parce qu'en ligne et tout ce qui est virtuel, on ne sait jamais ce que cela est. Et pour moi, j'ai pu gagner en expérience dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, pour moi, je donne vraiment une grande importance à être transparent vis-à-vis de ma communauté, à créer du contenu et effectivement à être là pour ceux qui me suivent, en fait. Donc, je vous encourage. Et aujourd'hui, en fait, mon invité, il s'appelle Ibrahima Sissoko. Certainement, vous avez déjà entendu parler de lui. Je sais que beaucoup vont me dire que mais Ibrahima Sissoko, est-ce que ce n'est pas un footballeur? Moi-même, c'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai eu à faire des recherches en ligne. Parce que quand tu vas taper le mot Ibrahima Sissoko, tu vas tomber d'abord sur un footballeur. Et ce sera difficile, en fait, de te retrouver. Tu vas te dire, mais footballeur, entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais lorsque tu vas aller en profondeur, si tu vas, par exemple, tu tapes Ibrahima Sissoko, tu tapes entrepreneuriat ou tu tapes entrepreneur, là, maintenant, tu verras toutes ces photos s'afficher, que ce soit sur Google, que ce soit un peu partout. Donc, et c'est comme ça que je vais tomber sur lui au travers d'un ami, comme je vous l'ai dit. Et en fait, il a accepté de faire cette interview avec nous. C'est un jeune homme de 40 ans. J'espère qu'il va effectivement le préciser tout à l'heure. Et je dois juste te dire qu'il a en fait créé beaucoup d'entreprises. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans beaucoup de domaines. Il a commencé en fait sa vie entrepreneuriale dans le domaine du textile. Il avait beaucoup de membres de sa famille qui ont fait dans le textile. Il va même d'ailleurs rejoindre un des membres de sa famille, je crois un oncle ou quelqu'un d'assez proche, qui va rejoindre en fait, je crois en Thaïlande, où il va passer à peu près 14 mois, où il va apprendre en fait comment est-ce que certains business fonctionnent, certains business marchent. Il va apprendre auprès en fait de ce membre de sa famille. Il va rester là-bas longtemps, il va gagner en expérience et au fur et à mesure, il va comprendre que waouh, parce qu'effectivement, les membres de sa famille avaient compris bien avant que l'Asie, en fait, c'est un continent qui a de l'avenir par rapport à entreprendre, par rapport à investir. Il va aller se former auprès des membres de sa famille. Il va gagner en expérience. Et quelques années plus tard, il va ressentir le besoin de juste se reconvertir dans un autre domaine, notamment l'informatique. Il va retourner en France où il va se former, il va faire des études. Et c'est comme ça qu'il va commencer à développer une entreprise, qui va l'amener à développer une autre, ensuite et ensuite et ensuite. Il crée beaucoup de contenu sur son profil, sur LinkedIn. Et je pense qu'il aura l'opportunité, parce que je ne suis pas là pour vous raconter en fait en détail, mais il aura l'opportunité, il est là, il aura l'opportunité de vous partager en fait qui il est, son parcours. Et je suis convaincu que vous allez beaucoup apprendre, surtout de son retour en expérience, parce que quelqu'un qui a eu à accompagner beaucoup de jeunes entrepreneurs et qui lui-même a eu à créer plein d'entreprises, a certainement beaucoup à apporter à cette jeunesse qui suit ce podcast. Donc, si tu es prêt ou si vous êtes prêts, les amis, on va juste te dire que c'est parti. Super. Alors, bonjour Ibrahima, comment est-ce que tu te portes aujourd'hui? Bonjour Landry, je me porte bien, tout va bien. J'espère que toi également et que toute ta communauté également. Ouais, super. Non, en tout cas, chez nous, ça va toujours. De toutes les façons, chaque samedi à 8 heures, les gens me contactent. En tout cas, lorsque je fais l'erreur de publier en retard, en fait, de manière retardative, il y a toujours beaucoup qui vont courir derrière moi. Oh, c'est pas encore publié. Donc, ce qui fait que je me sens obligé de créer en fait du contenu chaque week-end. Donc, il y a toute une communauté qui nous suit. Et j'espère que toi aussi, de ton côté, tu es vraiment... en fait, tu es en forme, tu es vraiment motivé pour pouvoir motiver aussi à ton tour ceux qui nous suivent, en fait, de les inspirer, en fait, dans l'entrepreneuriat.
très motivé. Surtout qu'en fait, comme je disais, hein, quand on a durant notre dernier échange, Ouais, c'est que je trouve que ce qui est vraiment très important, c'est les retours d'expérience. ouais, C'est ce que je privilégie. Aujourd'hui, c'est bien de pouvoir voir le résultat d'un parcours, mais ouais. le plus important, c'est pas quand on regarde l'iceberg, c'est ce qu'il y a en dessous. En dessous. C'est de comment on a fait pour y arriver, les sacrifices qu'on a fait et les moyens qu'on a mis en œuvre. Et surtout, des équipes qui nous ont entourés. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et il faut pas hésiter à dire qu'un entrepreneur, bah, il connaît des échecs. Et des échecs, j'en ai eu, je sais pas, peut-être des dizaines, voire des centaines. Mais ça Wow. m'a pas empêché de faire preuve de persévérance, Mhm. comme tout autre entrepreneur. On peut prendre l'exemple du patron d'Alibaba, qui aujourd'hui, à Wow. 55 ans, a pris sa retraite. Mais si on connaît son parcours et si on voit l'évolution de ce qu'il a fait, bon, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Et c'est Wow. important aujourd'hui de faire ce retour d'expérience, surtout pour nos jeunes, Ouais. de leur faire comprendre que entre l'idée et le projet, il y a un gap. Entre le projet et la réalisation, il y a un autre gap. Je capte. Ce qui est important avant de s'investir, c'est justement de bien analyser le marché et de Ouais. tester. La vérité du marché, c'est le marché lui-même. Ouais. Si le client répond présent, vous irez loin. Si par contre vous avez un souci au niveau du client, c'est pas la peine, il faudra faire un pivot. En tout cas, Wow. c'était le message essentiel que que je veux partager aujourd'hui, Super. au-delà de mon OK. expérience propre. D'accord. En tout cas, moi, moi-même qui te parle, j'ai beaucoup à apprendre de toi. Donc, ce qui fait que je vais te laisser la parole pour que tu te présentes en quelques mots. Tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, d'où tu viens, tes origines, ton parcours professionnel, un peu par où tu es passé. Tu as, par exemple, j'ai mentionné dans l'introduction que tu as un peu fait l'Asie. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ce pas-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce pas-là? Que tu nous partages un peu ton parcours, en fait, et les domaines dans lesquels tu t'es lancé et aussi parce que j'ai remarqué dans notre conversation que tu as vraiment cette capacité à lire dans le futur et à voir en fait les domaines qui vont vraiment éclore. Peut-être tu pourras nous donner en fait à la fin, je ne sais pas trop, selon toi, les pronostics, je ne sais pas trop, dans les 10 prochaines années, où en fait les gens ou les jeunes ou les entrepreneurs qui débutent ou qui entreprennent déjà devraient en fait se focaliser, en fait, ne devraient pas négliger les domaines en fait prometteurs selon toi, vu que toi tu as déjà entrepris dans plein de domaines et tu as eu des résultats concrets. J'ai eu à lire beaucoup d'articles sur toi que j'ai trouvé très intéressants. Donc, tu pourras nous partager aussi cela et moi, je vais juste te laisser la parole et en fonction de la conversation, peut-être de temps en temps, te poser une à deux questions si je me rends compte que tu ne vas pas en profondeur ou j'aimerais que tu ailles en profondeur, quoi. Ok, très bien, merci Landry. D'accord. Pour les perspectives, on en parle à la fin. Je vais D'accord. d'abord me concentrer un petit peu sur le parcours. Au OK. niveau de mon parcours, je dirais que c'est peut-être un parcours au début plutôt classique. Mhm. J'ai eu mon bac, ensuite j'ai eu un BTS technico-commercial. Il était Ouais. important pour moi à l'époque d'avoir la double compétence parce Ouais. que j'étais aussi bien passionné par les aspects commerciaux que les aspects techniques. Mais n'arrivant pas à faire mon choix, ben, j'ai fait un BTS qui a dit les deux. Ouais. À la suite de ça, j'ai travaillé des petits boulots. Et puis, tout de suite, en fait, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité par rapport à mes oncles qui, eux, qui sont entrepreneurs depuis très longtemps, Très longtemps, ouais. vivant en Asie depuis 1989, et qui m'a dit, bah, passe me voir, je te montrerai ce que je fais. Donc, je suis passé une première fois. OK. Ensuite, je me suis rendu compte du potentiel. Je savais qu'ils cherchaient un acheteur. Je me suis proposé à moindre coût, ce Wow. qui veut dire que forcément, l'argent n'était pas le premier vecteur, hein. Ouais. À moindre coût, je voulais leur faire bénéficier de mon expertise, c'est-à-dire bah, le fait que je maîtrisais les tableurs Excel, le fait que j'arrivais peut-être à pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Ouais. Donc j'ai été en Asie. Quand j'ai été en Asie, j'y suis resté 14 mois. Pendant ces 14 mois, j'y ai tout appris. J'ai eu la chance en fait de pouvoir travailler avec mes oncles. J'ai fait bien évidemment des tâches de bas niveau, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais de la manutention, OK. je faisais de la collecte, j'avais des rendez-vous avec des fournisseurs. C'est pas moi qui négociais en direct, mais en fait, j'arrivais post-négociation. J'allais également sur les quantités d'échelle, Ouais. donc un ensemble de choses, d'actions que j'ai menées pendant 14 mois avec un ensemble d'interlocuteurs. Tous Ouais. les un mois et demi, voire 2 mois, je revenais en France, une semaine, 10 jours, et je repartais. C'était une expérience qui a été vraiment très, 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 très enrichissante parce que j'ai compris qu'il fallait travailler, qu'il fallait faire preuve de sacrifice et d'abnégation. Je travaillais entre 8 et 14 heures par jour. Vous ne comptez pas ces heures. J'étais vraiment très passionné. Et je pense que le sentiment entrepreneurial, il a pu se développer à ce moment-là, où j'ai pu voir les autres faire et j'ai été en contact avec
beaucoup de personnes de caractéristiques différentes, pas que dans le domaine du textile, pas que des Africains, mais également des Les Australiens, des Australiens. Américains, un peu de tout, un peu de partout. Et je me suis dit, bon, c'est très bien, c'est une expérience qui était vraiment très intéressante pour moi. J'y ai appris énorme, mais il fallait que je retourne en France parce que je sentais que mon avenir se dessinerait en France. Ok. Donc, à la suite de ça, je suis retourné. Et là, en fait, une chose que je tenais à dire, c'est j'ai eu la chance de travailler chez Free, le fournisseur d'accès à Internet. Ah, d'accord, je suis Mais, free. Mhm. ouais. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est plutôt comment j'y suis rentré. J'y ai postulé comme tout le monde. J'y ai passé un test que j'ai échoué. J'ai eu 14 sur 40. Et je parlerai beaucoup d'échecs, hein, c'est normal. J'ai eu 14 sur 40 à ce test-là. Ouais. Donc forcément, ben, je ne rentrais pas dans les critères. J'ai eu quand même eu l'entretien. Pendant l'entretien, j'ai une personne, je suis obligé de la citer parce que c'est une personne extraordinaire que je n'ai pas revue depuis, qui s'appelle M. Gaussou Kouyaté. Et lors de l'entretien, il m'a dit, OK, qu'est-ce qu'un FAI? J'ai pas su lui répondre, fournisseur d'accès à Internet. Il m'a dit, vous savez pas ce que c'est qu'un FAI, vous avez 14 sur 40. Aujourd'hui, vous n'avez pas le niveau pour pouvoir intégrer le poste. Et là, je lui dis, effectivement, j'ai pas le niveau, mais j'apprendrai. J'apprendrai, 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 j'apprendrai. Et même si aujourd'hui je ne suis pas pris, je reviendrai la semaine prochaine, la semaine d'après, jusqu'au moment où vous allez décider de me prendre parce que j'aurai le niveau. Au Waouh. moment où il me accompagne sur la porte, sur le pas de la porte, au moment où je dois dire au revoir, je lui dis bon bah au revoir, je lui dis mais quand est-ce que je pourrai avoir une réponse? Il me dit tu commences lundi. Je regarde, mais lundi, ah bon? Il me dit Lundi. oui, je vous laisse votre chance. Par contre, ne me décevez pas. Waouh. Ça a été Alors que une tu première venais main, d'échouer. Tu venais d'échouer. exactement. Ça a été une première main tendue. En fait, ce retour d'expérience est très important parce que je pense que c'est ce qui a initié tout ce que je ferai par la suite au niveau des personnes que je serai amené à rencontrer et de Ouais. cette fameuse main que je vais tendre. On m'a tendu la main, donc il est important de la retendre. Waouh. Euh, j'ai travaillé chez Free et en fait, pareil, chez Free, je fais une rencontre d'un développeur qui lui m'explique ce que c'est que le développement. Une rencontre incroyable. Et à ce moment-là, je passe les détails, mais au bout d'un mois et demi, je fais une reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique où je passe un diplôme de concepteur, développeur informatique via l'AFPA. Pour ça, j'ai dû partir à 400 km de chez moi Waouh. et j'ai fait en un an. Mhm. Donc, pareil, ça a été une période difficile. Difficile dans le sens où, en fait, il a fallu refaire mon mindset. Il a fallu, en fait, me remettre dans les circonstances. Il a fallu, en fait, que je fasse la différence entre une table, euh, une table physique et une table de base de données, ce qui n'était pas forcément évident. En tout cas, pour les néophytes, vous comprendrez. Donc, Waouh. j'y ai appris. Pareil, j'ai mon examen et ensuite, je retourne à Paris. Ouais. Et là, je travaille dans une ESN, une entreprise de services numériques qui s'appelle Altec Isis. C'est très important parce que j'ai appris beaucoup de choses, surtout que c'était une entreprise de services numériques qui travaillait avec l'international, aussi bien Digicel, qui était anciennement Bouygues Télécom Caraïbes, Ok. que, que Telwan, un fournisseur d'accès Internet au Zimbabwe, que Paprec, que Euroclear, que la BNP. Ils avaient ils étaient un acteur assez important sur le marché. Donc, j'ai travaillé chez eux pendant 2 ans. Pareil, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à mettre en œuvre toute la théorie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont vraiment mené vers là où je devais aller. Ouais. Lors de cette expérience, je me rends compte que en termes de diplôme, c'est un peu juste, et surtout en termes de savoir. Donc, je décide en cours du soir, de passer par le CNAM pour faire un diplôme d'ingénieur en architecture et intégration des systèmes logiciels. Ok. C'était des cours que j'avais de 18h30 à 21h30 tous les jours. C'était assez éprouvant, mais j'ai appris énormément de choses. C'est de là que je pense que j'ai décidé de devenir indépendant dans le domaine de l'informatique Ouais. et de valoriser mes compétences en tant que testeur dans le domaine de la BI, Business Intelligence, Intelligence. Ok. décisionnelle, les données, quoi. Suite à ça, je deviens indépendant dans une assurance. Et c'est dans cette assurance que je fais une rencontre. Je fais la rencontre de celui qui deviendra mon futur associé, M. Mamadou Soumaré. Et on décide de créer notre première société, IT Technology Engineering. Ok. Voilà, c'est une ESN, une entreprise de services numériques, spécialisée dans le domaine du test, de la science à maîtrise d'ouvrage, de l'ingénierie de production. Aujourd'hui, ça fait quasiment, bientôt en an, ça fait 4 ans qu'on existe. Ok. Euh, En 2010, on est passé de la première exercice comptable de 436 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1,3 million. Et là, on a clôturé l'exercice à 2,3 millions. Donc, c'est plutôt honorable.
On a une équipe, on a des locaux, donc on est fiers, pas, pas plus du chiffre d'affaires, mais de la création de valeur, de la valeur qu'on a créée, des employés qu'on a réussi à faire monter en compétences et de l'écosystème qu'on a créé. Et à la suite de cette première aventure entrepreneuriale, effectivement, j'ai créé une deuxième boîte, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, etc., etc. Toujours en partenariat avec un porteur de projet, toujours avec un écosystème qui y ressemble, scaler et surtout aller vers des produits d'appel et des services d'appel. Donc Ouais. maintenant, j'ai des gens qui m'entourent, Mhm. à qui je passe un grand bonjour, parce que sans eux, bien évidemment, ben, on n'en serait pas là. Et c'est très important, en fait, justement, de savoir bien s'entourer par rapport à ce que moi j'appellerais l'intelligence émotionnelle et les soft skills. OK. Voilà, vraiment, C'est c'est quoi les au niveau des critères soft skills. selon toi pour s'entourer? Les Ben critères de déjà, choix. première chose, pour bien s'entourer, il faut d'abord apprendre à bien se connaître. OK. Le plus important, c'est soi. Une fois qu'on arrive à bien se connaître, savoir quelles sont ses lacunes, savoir quels sont les éléments sur lesquels on se différencie, sur les éléments sur lesquels on est le plus fort, plutôt que d'essayer de combler ces lacunes, une fois on les a identifiées, les combler par des personnes qui sont fortes dans ces domaines-là. Je prends un exemple. Vous connaissez le test Herman, HBDI? HBDI. OK. Non, Ouais, pas vraiment. d'accord. Voilà, c'est un test de personnalité qui justement en fait permet de catégoriser les personnes. On va dire qu'il y a Ah, quatre couleurs, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. Les personnes plutôt vertes sont des personnes qui sont plutôt rigoureuses, qui sont vraiment des personnes plutôt structurées, qui ne supportent pas le retard. Les personnes rouges sont des personnes qui sont plutôt créatives. Et en fait, quand on arrive à se catégoriser, se caractériser par rapport à ce type de test, on sait ce qui nous manque. Moi, je suis plutôt jaune. Voilà, plutôt visionnaire. Donc, OK. je me suis rendu compte très rapidement qu'il fallait, pour pouvoir combler ce qu'il me fallait en termes de compétences, qu'il fallait m'entourer d'une personne plutôt bleue, une personne plutôt rouge et une personne plutôt vert, qui vont pouvoir combler le manquement que j'avais. Donc OK. voilà, c'est Et des on choses trouve comme ça où? ça On le fait en ligne? Comment on fait pour faire ce test-là? Il existe des tests en ligne, effectivement, des OK. tests HBD en ligne. Il doit coûter une HBD. centaine d'euros. Ça doit OK. faire aux alentours de 70 000, 80 000 francs CFA. Mais je pense, comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître. Quand on se OK. connaît, on avance. Si on D'accord. sait qui on est, on sait où on va. Donc forcément, c'est une des choses les plus importantes. Et bien évidemment, l'entente. L'entente est importante. Ouais. On a le droit de ne pas être d'accord. Et justement, il faut ne pas être d'accord sur certaines choses. C'est ce Certaines qui nous choses. fait avancer. Et c'est Ouais. ce qui nous permet de nous challenger nous-mêmes. Mais l'important, c'est de garder la même vision. On a un objectif commun, c'est profiler vers cet objectif commun, avancer vers cet objectif commun. Voilà, ouais. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien, et c'est très important de savoir s'entourer. Wow. OK. Voilà. Voilà, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, bah, aujourd'hui, on va dire que j'accompagne des porteurs de projets. Enfin, en dehors de mes activités, j'accompagne des porteurs de projets en France et en Afrique. Ouais. Au niveau de ces porteurs de projets, la caractéristique principale, c'est la motivation, bien évidemment. La Et motivation. Mhm. le porteur de projet se caractérise par rapport au projet. Si je sens qu'il incarne le projet, là, effectivement, je me dis qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, je peux lui apporter mon expérience, mon réseau, des moyens de se faire financer et un écosystème approprié pour qu'il aille jusqu'au bout de ses objectifs. Wow. Donc, on ne prend pas 15 porteurs de projet, on essaye de vraiment prendre vraiment au compte-goutte et pouvoir vraiment faire le travail jusqu'au maximum. Wow. C'est super ça. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut que la personne écrive un business plan ou je sais pas trop? Il faut que je vais dire que je sais pas comment, sur quels critères de choix tu te décides je sais pas trop, à t'associer à un projet en fait, ou bien à te dire que bon, dans ce projet, si je peux ou bien je vais investir en fait. Il y a plusieurs choses, mais je pense que la première des choses, c'est le relationnel. Le relationnel, ok. Effectivement, Mhm. je suis beaucoup disponible, je suis disponible sur LinkedIn, hein. C'est d'ailleurs, je pense, le seul réseau social où je suis vraiment très actif. Ok, Euh, donc, bah, sur LinkedIn, généralement, je reçois pas mal de propositions, ou au moins des porteurs de projets qui essaient de rentrer en contact avec moi. ok, Donc, à la suite de ça, bah, j'essaie de voir déjà au niveau du projet, s'il y a un business plan, bien évidemment, je consulte. S'il y a un pitch desk, je consulte. Un executive summary, je consulte. Si je trouve l'idée intéressante et prometteuse, là, à ce moment-là, bah, je fais une première rencontre avec ce porteur de projet. On n'en dit pas plus sur vraiment l'idée, le concept du projet, mais vraiment l'interaction qu'il peut y avoir.
sa capacité à incarner le projet, sa résilience, son parcours professionnel, son parcours de formation. Ouais. Parce que aujourd'hui, je précise, mais malgré le fait que je sois effectivement chef d'entreprise, je continue à me former. Là, actuellement, je Ouais. suis un executive MBA. En parallèle, j'ai d'autres formations spécifiques sur certains domaines. Donc, il faut accepter la critique, il faut faire preuve de résilience, et il faut s'adapter à son interlocuteur. Et il faut continuer constamment à Concernant. acquérir des connaissances, à faire de la veille et à se former. Donc, je ne dirais pas que c'est une caractéristique, parce que je peux trouver une personne hyper compétente dans son domaine, avec un projet plus que sérieux, et décider de ne pas l'accompagner moi. Peut-être que, Wow. tout simplement, moi, je n'ai pas la capacité à l'accompagner lui. Je lui conseillerais d'être accompagné par une autre tierce personne, Mhm. peut-être dans mon entourage ou dans mon écosystème, parce OK. que lui, cette personne-là pourrait l'amener plus loin que moi je ne pourrais l'amener. Ouais. Donc, en Wow. fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ma capacité à moi à pouvoir intervenir au sein de son projet, et il y a les caractéristiques du teneur de projet et du projet. C'est Mhm. deux choses différentes. Ouais. Moi, je sais où je peux aller, jusqu'où je peux accompagner, et je sais également les projets jusqu'où ils peuvent aller. Donc, Allez, si ouais. je pense que je peux intervenir, j'interviens. Sinon, à ce moment-là, ben, je lui dis ce qu'il lui manque, s'il lui manque des choses, et s'il lui manque rien, je lui dis, bah, très bien, moi je ne peux pas, mais par contre, X, Y, ou telle structure pourra Pour le t'accompagner là faire. où tu veux, et je peux t'aider, te mettre en relation pour ça. Wow. OK. Super. Mhm. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que donc tu continues? Est-ce que effectivement, aujourd'hui, avec tout ce que tu as créé comme activité, est-ce que tu es quelqu'un qui... Est-ce que tu es trop mobile ou comment est-ce que tu fais? Tu mets quelqu'un juste sur place et puis il te rend compte ou bien comment est-ce que tu gères en fait toutes les entreprises en fait? Parce que pour moi, je n'arrive pas à illustrer cela dans ma tête en fait. C'est une très bonne question. Je pense que ma femme pourrait essayer d'y répondre, mais c'est une très bonne question. Euh, il faut s'organiser. Je pense que l'organisation est primordiale. Ouais, Maintenant, j'ai la chance d'avoir plus que des porteurs de projets, c'est des personnes qui sont plus qu'investies dans ce qu'ils font, c'est des associés ouais, et qui partagent la même vision que moi. Et on sait ce sur quoi j'apporte une vraie valeur ajoutée. ok, Aujourd'hui, ce sur quoi j'apporte une vraie valeur ajoutée, c'est peut-être en termes de vision, en stratégie commerciale, marketing, finance, ouais, euh, plus dans l'opérationnel. Enfin, je n'ai pas de valeur ajoutée dans l'opérationnel, je n'ai pas de valeur ajoutée dans le domaine de la comptabilité et de la finance. ok, Mais ce sur quoi je peux intervenir, j'y interviens. Et donc, quand on arrive à bien segmenter la partie sur laquelle j'apporte une forte valeur ajoutée, à ce moment, il est plus difficile, il est plus facile de découper mon temps en fonction de. Sur une structure, je peux y passer 5 jours par semaine, 5 jours par mois, pardon. Et à ce moment-là, bah, ça va être vraiment pertinent. Alors que jamais j'y passais 10, 12 jours, il y aura peut-être 6, 7, 8 jours en trop. Donc vraiment découper mon temps par rapport, mon timing, par rapport à là où j'apporte vraiment de la valeur ajoutée et sur des décisions essentielles, notamment en début, en milieu, voire en fin d'année, on met en place des comités de pilotage, on met en place des comités directionnels, des comités opérationnels et voilà. Donc en fait, par rapport aux différents comités, là, à ce moment, je sais quand est-ce que je peux intervenir. Les rendez-vous sont pris dans mon agenda en avance. S'il y a des urgences, bien évidemment, je suis consulté, je suis sollicité. Et comme on est en mode start-up, on essaie d'avancer vraiment vite. S'il y a des décisions à prendre, on a des groupes WhatsApp, des groupes Slack sur lesquels on interagit souvent, souvent, ok, pour pas dire tout le temps. Et ouais, face à ça, on arrive à mener même des décisions très rapidement, en 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. De toute façon, les gens qui me connaissent, qui collaborent avec moi, savent que je suis très matinal. ok. Ah, tu te Voilà, lèves plutôt très très tôt, hein. très tôt. Il y a de fortes chances pour que entre 5 heures et 7 heures du matin, j'ai déjà commencé à envoyer mes premiers messages, même si mes collaborateurs, mes associés ne les voient pas de suite. Quand au réveil, ils le verront. Et là, à ce moment-là, ils pourront interagir de suite. Comme ça, je sais comment euh, faire pivoter ma journée s'il faut la faire pivoter, Waouh, sans urgence. ok. Waouh, super. Tu as insisté aussi pendant notre conversation sur le besoin de ne pas en fait, je sais pas trop, de ne pas en fait voir le fait d'avoir des échecs dans son parcours, de ne pas voir en cela un problème. Et j'ai été beaucoup marqué par l'exemple que tu as eu, tu as reçu chez, je crois que c'était chez Free, là, par rapport à Mhm. l'examen que tu as eu, tu n'as pas réussi cet examen, malgré cela, on t'a donné une chance en fait. Qu'est-ce que toi tu as pu apprendre de cela et qu'est-ce que tu pourrais dire en fait
par rapport aux échecs dans l'entrepreneuriat. Tu commences, ça ne marche pas. Tu n'as pas l'impression que ça décolle comme tu veux ou bien parfois tout rate. Il y a parfois aussi de l'entourage. Bon, tu as parlé du fait qu'il faut bien s'entourer, mais il y a parfois aussi, en fait, tu ne te sens pas... tu as l'impression, en fait, d'être à bout de toi-même parfois. Il y a eu des personnes qui me l'ont aussi partagé souvent. Et toi, comment est-ce que tu as pu gérer, en fait, chaque fois que tu as certainement été confronté à ce genre de situation? Le gérer, je pense pas que je me suis posé la question parce qu'effectivement, comme tous, Ouais, j'ai vécu des échecs qui m'ont blessé, qui m'ont touché. Et on se pose, enfin, quand on est focus sur quelque chose, il ne faut pas se poser la question du pourquoi et du comment. Il faut juste faire. Il faut être un doer. Maintenant, ok. des échecs, il y en a et il y en aura. Toujours. Des échecs, si je peux vous dire, sur les 10 premières années de ma vie en tant qu'entrepreneur, si je puis dire, hein, parce que j'ai essayé d'entreprendre certaines choses, Ok. voilà, 10, 12, voire 13 premières années de ma vie en essayant d'entreprendre des choses, parce que même quand on est salarié, on a toujours envie de se dire, bah, peut-être on peut passer le cap, il y a peut-être une idée qui va faire que, ou un domaine, Ouais, toujours. Mhm. je n'ai fait qu'échouer. C'est simple, 100% d'échecs. Donc, donc, c'est ces échecs-là qui m'ont construit. Il faut voir un échec comme une expérience. Quand vous Mhm. échouez, il faut se poser la question, pourquoi j'ai échoué et qu'est-ce qui a fait que? Il faut essayer de voir ceux qui ont réussi dans votre domaine. On ne peut pas se dire, ah, il a réussi, il a eu de la chance. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas une question de chance. Il y a une Ouais. question d'opportunité, de saisir l'opportunité au bon moment. Il y a effectivement du time to market, c'est-à-dire arriver au marché au bon moment, pas avant, pas après. Mais il y a également une façon de faire. Il y a peut-être un élément sur lequel l'autre concurrent a appuyé, sur lequel qui vous a échappé. Donc très important de garder un scope large au niveau de vos études et au niveau de la préparation. Mhm. Un boxeur, son combat va durer 8 minutes, 10 minutes, mais il a passé un an à se préparer. Donc on C'est ne peut vrai. pas arriver comme ça du jour au lendemain. Et avant de passer un an à se préparer, il s'est fait mal. Avant d'arriver au combat et pouvoir gagner peut-être son premier combat, il a dû en perdre 10, 15, 20, 30 dans la salle. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on ne vous voit que par rapport à votre résultat. Donc, c'est à la fin du résultat qu'on se dit, il a réussi, c'est extraordinaire. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Je suis fan du test and learn. On a une hypothèse, on la teste, et plus vite cette hypothèse échoue, mieux Mhm. c'est pour qu'on puisse rebondir dessus. Et ensuite, on itère. Ça a échoué, d'accord. Il est important aussi de se dire que il faut, quand on a une idée, cette idée, on est focus là-dessus, qu'on a testé une hypothèse, c'est pouvoir itérer. Se dire, bon, cette hypothèse-là, elle n'est pas bonne, c'est pas grave, on passe à l'autre hypothèse. Cette hypothèse-là n'est pas bonne, c'est pas grave, on passe à l'autre hypothèse et faire des pivots stratégiques. Ok. Quand on fait un pivot, c'est se dire, voilà, il se peut que le modèle économique par rapport à telle plateforme qu'on ait fait, c'est un modèle économique de type transaction, ça ne fonctionne pas, parce Mhm. qu'en fait, les gens ne sont pas prêts à être prélevés sur une transaction. Ok. Donc là, pourquoi pas partir vers un modèle gratuit? Et en fait, ce modèle-là va nous amener de la visibilité, va nous amener des utilisateurs sur notre plateforme. Et donc, face à ça, on pourra mettre en place un modèle de publicité. Par exemple, ok. Mhm. Par exemple, ça, c'est des exemples qui sont concrets. Voilà, ne pas hésiter à pivoter au bon moment. Et le Ouais. bon moment, c'est le marché qui parle. Toujours réfléchir au niveau du marché. On peut créer la plus belle application qui soit pour soi, c'est très bien. Mais Mhm. si elle ne plaît pas à son client ou à l'utilisateur, ça ne sert strictement à rien. Wow. Super. Et en parlant de bons moments, tu as parlé de bons moments là. Je m'apprêtais à te poser la question par rapport en fait, qu'est-ce que toi tu vois par rapport au futur, par rapport à la période dans laquelle on se trouve, Corona, confinement, tout ce qu'on a traversé et qu'on continue de traverser là. Certainement, toi, tu as pensé, tu t'es fait des idées, tu as essayé de réfléchir, peut-être sur des domaines où tu vas investir, où tu pourrais voir que cela va apporter beaucoup, beaucoup de changements dans le futur ou bien des résultats. Et je ne sais pas, peut-être tu pourrais partager en fait avec nous quelques domaines sur lesquels les gens devraient de plus en plus s'investir. Je sais que tu es très à fond dans le numérique, digital, mais peut-être tu pourrais soit entrer dans ces domaines en profondeur ou bien peut-être peut-être partager avec nous quelques domaines sur lesquels toi tu penses que vraiment il faut pas juste te laisser quoi passer.
De l'heure. Déjà, avant de parler de domaine, moi, je vais parler de zone. De zone, tu veux dire? Ouais, de zone géographique. Zone géographique, ok. Ouais, de zone géographique. Moi, jamais j'ai un conseil à donner à tous nos entrepreneurs qui nous écoutent. C'est aujourd'hui, la zone géographique qui a le plus haut potentiel, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas l'Occident, c'est pas l'Asie, c'est pas les Amériques, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, ouais, c'est l'Afrique. Donc, à tous ceux qui m'écoutent, personnellement, je vais investir massivement en Afrique. Et quand je vous dis massivement, je vais investir non seulement mon argent personnel, mais l'argent certainement des associés qui accepteront de me suivre, et également l'argent des bailleurs de fonds qui accepteront de me suivre. Pourquoi? Parce que l'Afrique aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce qu'en termes de population, aujourd'hui, on considère que pour toute l'Afrique, il y a 1,2 milliard d'habitants. Wow. D'ici à 2050, on devrait passer à 2,5 milliards. Ce qui veut dire que un Africain représentera une personne sur 4 dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en 2050, on arrivera à peu près, selon les prévisions actuelles, à 9,7 milliards d'individus. Donc avec 2,5 milliards, on représentera une personne sur 4. L'âge moyen de la population en Afrique est de 26 ans actuellement, contre 38 ans en Occident. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a 25 millions d'habitants actuellement, et dont la moitié est scolarisée, c'est-à-dire plus de 12 millions, et pour être précis, 12 millions 9. Vous imaginez? Le nouveau marché est africain. Si on parle maintenant de taux d'électrification, le taux d'électrification en Afrique est à moins de 55%. Okay. C'est un continent émergent. Il y a tout à faire. Les possibilités sont énormes et dans tous les domaines. La première des choses étant l'autosuffisance. Pourquoi l'autosuffisance? C'est que si aujourd'hui, plutôt que d'importer, on arrive dans un premier temps à pouvoir produire ne serait-ce que pour les besoins de la population, et si la population a besoin et consomme, là on pourra équilibrer les balances commerciales. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est les zones de pisciculture, tout ce qui est l'élevage de poulets, tout ce qui est élevage d'animaux, tout ce qui est agriculture, je pense que déjà c'est des choses qui sont possibles, et même pour des petits budgets, de vraiment faire massivement pour établir ce système d'autosuffisance. Et je pense que même les États vont commencer à vraiment s'y intéresser. En parallèle, l'Afrique a apporté à l'Occident et au reste du monde ses talents. Okay. Avec une population qui a moins de 26 ans, qui est en constante augmentation, avec un taux de fécondité qu'on n'arrive même pas à mesurer aujourd'hui, l'Afrique est la jeunesse du monde. Aujourd'hui, en Occident, on a des problèmes où on se dit on a des migrants africains qui veulent venir en Europe, qui veulent venir, comme on dit en Côte d'Ivoire, se chercher. Ça cause problème, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, ça cause problème parce qu'on se dit que la population en Occident est assez nombreuse et qu'on n'arrive pas à couvrir ce flot d'immigration. Demain, ces mêmes États se battront pour venir chercher les talents en Afrique. Ils mettront en place des systèmes de valorisation du talent où ils voudront absolument que ces talents puissent les rejoindre. Donc, mes chers frères et sœurs, valorisez votre talent. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir monter en compétences. Il va falloir que ce soit dans le domaine du numérique, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'ingénierie, aller à l'école, cultiver les compétences dans des domaines qui sont porteurs. Et ensuite, ces compétences-là, mettez-les à disposition, pas que dans votre pays, pas que dans le continent, mais mettez-les à disposition internationalement parlant. Via l'ère de l'Internet aujourd'hui et la mondialisation, vous pouvez très bien aujourd'hui être graphiste à Abidjan et travailler aux États-Unis. Vous pouvez très bien aujourd'hui être ingénieur dans le domaine de l'informatique et savoir développer en Node.js et pouvoir intervenir en Australie. Avec le Covid, il y a cette normalisation au niveau du télétravail. Voilà, c'est devenu normal. Normal, ouais. Exactement. Et donc, plus le temps va passer, plus cette normalisation va augmenter, et donc il faut jouer dessus. Moi, je pense que c'est maintenant. C'est maintenant, et il y a pas mal d'États qui s'en rendent compte, il y a pas mal d'écosystèmes qui s'en rendent compte, il y a pas mal d'institutionnels qui s'en rendent compte, et le cap, il est à prendre là, maintenant, on est en 2020. En 2020, il y a pas mal de choses qui arrivent. Moi, je pense d'ici à 2025,
On peut parler de défis, de décentralisation financière. On peut parler de blockchain, d'intelligence artificielle, de 5G. euh, Bitcoin. voilà. Bitcoin pour tout ce qui est blockchain. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, au niveau de la crypto-monnaie, moi, je m'attends plus à une crypto-monnaie qui serait faite par les Africains pour les Africains. Ouais, ouais, ouais. Et Un peu comme quand je ce dis, que Econ veut faire là, mais plus tard, en fait. ben, moi, je pense que Econ, s'il doit le faire, il ne doit pas attendre plus tard. Il ne faut pas se dire plus tard, il faut se dire maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Et c'est pas une crypto-monnaie, c'est des crypto-monnaies. On est en mesure aujourd'hui, avec l'ingénierie que l'on a, de pouvoir créer des crypto-monnaies. Et je pense que c'est important parce que aujourd'hui, si on va être maître de notre économie, il faut être maître de notre monnaie. Notre monnaie, ouais. Et si on peut passer, et si on peut éviter de passer par des banques centrales, et de toute façon, l'ère du numérique le permettra. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui arrivera. C'est juste qu'il faut que la jeunesse, effectivement, comme tu l'as dit, se saisisse de l'opportunité, et que ce soit maintenant, ce ne soit pas plus tard, que peu importe le talent que tu as, peu importe la passion que tu as, comme Ibrahima l'a dit, tu prennes le temps déjà maintenant d'exceller dans ce que tu fais, d'exceller dans ce que tu aimes, parce que c'est ça qui va produire en fait du fruit, du résultat en fait pour demain. Et on voit déjà ces pronostics comme il a bien cité. Et pour vous qui nous suivez, vraiment, je vous encourage aussi à vraiment vous perfectionner dans les choses qui vous passionnent, vous perfectionner dans vos talents déjà aujourd'hui en vue effectivement d'un futur qui va promettre, qui va vous rapporter. Ce n'est pas quelque chose que vous allez regretter. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges-là. Et pour moi, je ne sais pas si tu as encore 2 ou 3 choses à ajouter parce que là, on tend déjà vers la fin de cette interview. J'ai beaucoup appris. Je sais que tu es ouvert. J'aimerais peut-être terminer avec cela. Si peut-être il y a des personnes qui nous suivent, j'ai vu dans notre discussion, j'ai vu que tu es très ouvert. J'ai aussi jeté un coup d'œil sur ton profil LinkedIn là. Et pour moi, c'est juste de savoir en fait si tu restes ouvert, je ne sais pas trop, à des gens qui pourraient te contacter pour te parler de leurs idées, de leurs projets, pourquoi pas. Bien évidemment, effectivement, en fait, je suis disponible, comme je disais, sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, on peut me retrouver assez facilement. Donc, voilà, j'essaie de répondre à tout le monde, même si ça met du temps. Je suis désolé, 24, 48, 72 heures, mais en tout cas, j'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie d'interagir avec tout le monde. Donc, je suis très ouvert à ça. Et quoi qu'il arrive, ce seront des échanges, des discussions qui serviront. Donc, j'ai pas de souci avec ça. D'accord. Ok, super. Un dernier mot peut-être avant qu'on ne se sépare à ceux qui nous suivent. Et là, on va conclure. Faire preuve de résilience, s'adapter. C'est le plus important. C'est vraiment faire preuve de résilience. La résilience étant la capacité, après un traumatisme, à pouvoir rebondir. Des traumatismes, on en vit tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Ça peut être un décès, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un échec. Ouais. Mais en fait, il faut que cet élément vous donne la force de pouvoir continuer et faire mieux. Il faut toujours se mettre en tête de faire mieux et s'auto-challenger. Se remettre en question, se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, se remettre en question, se challenger et essayer d'aller plus loin. On a du monde derrière nous. Chaque personne a du monde derrière lui. Une personne, 2, 3, 4, 5, des fois 20, des fois une centaine, des fois 200. On ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, il faut qu'on puisse tirer les gens en avant. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le plus important. Waouh! Super. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et merci à toi, Ibrahima. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment qu'il faut voir l'échec en fait comme une expérience et il faut que tu passes par des échecs. Et lorsque tu passeras par des échecs, que tu prennes le temps, comme il a si bien dit, de te poser la question, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce qui a fait que? Et voir en fait ceux qui font dans le même domaine que toi et qui ont réussi peut-être et essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle a été en fait leur stratégie et essayer d'adapter en fait, essayer d'adapter. En tout cas, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur son compte, sur sa page LinkedIn, Ibrahima Sissoko. Vous allez le retrouver, il y a plein d'articles sur lui et certainement il va préparer encore beaucoup de choses qui arrivent, de contenu qui arrive. Et je vais en fait le contenu. Il pourra me donner aussi peut-être, je ne sais pas trop, quelques adresses, à part LinkedIn, s'il est aussi ailleurs plus tard. Et je pourrai le publier. Je vous souhaite en fait un excellent week-end, les amis. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao et merci beaucoup.